Bien, bonjour à tous et bienvenue donc pour ce troisième webinaire sur le coaching d'équipe. Donc pour ceux qui n'ont pas participé aux deux premiers, donc on a eu le coaching d'intégration il y a 2 mois, puis le coaching de performance, et aujourd'hui donc je vais vous parler du coaching d'équipe. Je vais d'abord me présenter et ensuite je vous déroulerai bien sûr tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, tout ce qu'on peut attendre, je dirais, du coaching d'équipe je dirais, dans cette situation d'ailleurs du Covid-19 et de certains confinements. Donc pour me présenter, donc Ludovic Poileux, j'ai 50 ans, donc je suis d'abord diplômé d'un master en psychologie, mais surtout certifié de différents diplômes, je dirais, de développement personnel, donc coach, maître praticien en PNL, en systémique, en analyse transactionnelle, en sophrologie, en inventaire de personnalité également, énéagramme, MBTI, DISC, etc. Pour certains que vous connaissez peut-être, d'autres moins. Mais surtout, j'ai une expérience donc de manager de 15 ans en distribution en tant que directeur et DRH. Voilà, entre autres Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, et puis pour finir Castorama. Et puis depuis plus de 10 ans maintenant, donc indépendant, coach, formateur, avant de rejoindre donc la société Actiforce. Donc voilà pour ma part. Et puis je vais donc couper ma vidéo pour pouvoir vous montrer le PowerPoint de présentation et puis commencer ma présentation sur le coaching d'équipe. Alors le coaching d'équipe, donc au départ, l'important qu'il faut savoir, donc c'est donné, il y a une définition qui est donnée par la Société française de coaching, qui est l'un des trois syndicats de coach aujourd'hui en France, entre donc l'ASFC, qui est la Société française de coaching, le MCC, qui est l'Association européenne de coaching, et l'ICF, qui est la Fédération internationale de coaching, qui regroupe donc un certain nombre de professionnels. Donc, comme dit la Société française de coaching, donc le coaching d'équipe, donc c'est d'abord le but, c'est de développer la maturité de son équipe, de développer son efficacité, voire de son intelligence, bien sûr, collective. C'est aussi un mot à la mode, très utilisé, mais très efficace, de plus en plus efficace. On a de plus en plus d'outils qui sont, je dirais, orientés pour créer cette intelligence collective, dont un peut-être que vous connaissez, qui s'appelle le co-développement, qui est un outil extraordinaire, donc qui permet voilà, de permettre à une équipe de pouvoir évoluer ensemble vers plus d'efficacité, éviter les silos dans une entreprise, mais plutôt de travailler ensemble, donc de casser ces silos et ces différences. Donc, pour créer tout ça, pour accompagner en tout cas les différentes situations que l'on peut rencontrer en entreprise, le coach d'équipe donc va prendre en compte et intervenir sur des interactions entre les individus d'un côté et leur équipe d'appartenance, l'organisation où ils travaillent et parfois son environnement. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour ce coaching d'équipe, donc ce que nous allons voir là maintenant, c'est le déroulement d'un coaching d'équipe. À qui est-ce que ça peut être destiné aujourd'hui? Peut-être que vous-même, vous avez certains besoins dans vos entreprises. Donc, du coup, je me suis permis de vous mettre des exemples d'objectifs, des exemples de thèmes. Et puis, surtout, j'insisterai sur la dynamique collective que le coaching permet. Que le coaching par lui-même, c'est toujours une mise ou une remise en action, et d'autant plus intéressant, bien sûr, dans une équipe pour créer une émulation, une cohésion, et emmener tout le monde avec soi. Alors, pour commencer, le déroulement d'un coaching d'équipe, donc c'est un peu additionnel, mais orienté bien sûr sur une équipe. On aura toujours un premier entretien en coaching qui va permettre d'établir ce qu'on appelle l'objectif caché. En coaching et en tant que coach, excusez-moi, mais on sait toujours que en tant que coach, on va se faire avoir. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas quand.
C'est-à-dire que le job, c'est d'aller chercher l'objectif caché de l'entreprise, mais c'est exactement la même chose lorsqu'on a affaire à un particulier, hein, puisque au départ, voilà, la difficulté, c'est effectivement de savoir et de se centrer sur finalement sur quoi vraiment on veut travailler, quelle est notre grosse problématique à nous. Donc, on va d'abord faire un premier cadrage, donc responsable d'équipe, chef d'entreprise ou DRH. Et puis, on va effectuer un certain nombre de séances. On fera un bilan en milieu de parcours. Et puis, donc, si on a défini 6 séances, on va faire un bilan déjà à mi-parcours, au bout de la 3e. Et puis, un dernier en termes de restitution pour que les gens puissent dire ce qu'ils ont envie de dire. Alors, c'est un peu particulier en coaching, hein, toujours, puisque le coach a un devoir de confidentialité et en même temps, souvent, on va lui demander des comptes rendus ou des restitutions. Tout ça ne se fait pas par le coach, mais par le biais, bien sûr, de l'équipe qui va dire et qui va bien vouloir s'exprimer sur tout ce qu'elle veut par rapport à ce qu'elle a vécu, bien sûr, sur ce coaching, mais orienté, bien sûr, sur un objectif. Et cet objectif de départ doit être un objectif qui sera fédérateur, hein, puisque ça doit emmener tout le monde ensemble et qui sera défini au départ. Voilà, encore une fois, le coach doit être directif sur l'objectif et le cap à tenir, et puis, comment dire, avoir cette posture basse sur le contenu et tout ce qui va s'y passer, de façon à faire un maximum de prise de conscience pour l'ensemble de l'équipe et pour l'ensemble des personnes qui font ce coaching d'équipe. Donc cet objectif fédérateur, il va servir de fil rouge tout au long du processus. Et puis l'équipe va donc travailler sur identifier des points de blocage, des divergences, des incompréhensions, puisque c'est ce qui nous arrive très souvent déjà en formation, mais c'est ce qui nous arrive aussi en coaching d'équipe, en coaching tout court. Les gros soucis que l'on retrouve bien souvent aujourd'hui sont quand même relativement liés à la communication. C'est-à-dire que est-ce que je suis capable d'entendre le directeur financier? Est-ce que le directeur financier est capable d'entendre le RH, etc. Pour pouvoir trouver, je dirais, une façon d'effectuer les tâches la plus cohérente possible et pour tout le monde. Donc voilà pour le déroulement du coaching d'équipe. Alors, à qui est-ce que ce coaching d'équipe peut être destiné? Alors, bien sûr, à toutes les équipes qui ressentent à un moment donné une difficulté, quelle qu'elle soit, mais ça peut être intéressant de pouvoir faire un coaching d'équipe, pour des équipes nouvelles, nouvellement constituées ou qui ont besoin d'initier un travail de groupe. Également pour des équipes projets, vous savez qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui veulent fonctionner en mode projet, puisque ce sont des modes de fonctionnement créatifs. Alors, j'ai parlé la dernière fois d'un outil, entre autres, que j'utilise pour mettre les gens en créativité, qui s'appelle en plus le Walt Disney, hein, qui permet effectivement d'avoir une phase rêveur. Et c'est une phase extrêmement importante pour les projets, pour se dire que tout est possible à ce moment-là, avant de avant de se mettre en mode réaliste et enfin en mode critique. C'est important d'abord de pouvoir rêver et bien rêver de ce qu'on pourrait faire dans notre ou dans nos entreprises aujourd'hui. Encore une fois, dans une société qui vit cette pandémie et qui est un peu compliquée aujourd'hui. Donc, c'est aussi intéressant de le faire au niveau des équipes projets ou transversales, hein, souvent hétérogènes, donc qui vont avoir un objectif précis à atteindre dans un temps souvent limité. Et puis également aux équipes qui travaillent ensemble régulièrement et puis qui ressentent le besoin d'améliorer leur efficacité collective ou qui sentent qu'effectivement, à un moment donné, certains me comprennent moins bien que d'autres. C'est important pour pouvoir réengendrer ou engendrer une belle communication ensemble. Alors pour aller plus loin, je vous ai mis un certain nombre d'exemples d'objectifs que l'on peut avoir en coaching d'équipe, mais il peut y en avoir plein d'autres, bien sûr. On peut changer de mode de communication entre les membres de l'équipe, entre les membres d'un comité de direction, entre les membres d'un service. Ça peut être la mise en place, en ce moment c'est très à la mode au niveau du gouvernement,
de mettre en place des changements au niveau du dialogue social. Il y a d'ailleurs des fonds qui sont débloqués aujourd'hui pour travailler sur le dialogue social avec les CSE, puisque ça semble important pour le gouvernement et je trouve qu'ils ont totalement raison de travailler sur ce sujet, puisqu'il y a souvent trop d'incohérences ou trop de difficultés de communication pour atteindre, je dirais, une signature ou un projet d'entreprise. On peut donc mettre en place une équipe projet. Ça, c'est comme je vous ai dit, c'est très à la mode, même si on ne fonctionne pas complètement en mode projet, mais c'est intéressant d'avoir les outils, surtout qu'aujourd'hui, sur l'Office 365, il y a un certain nombre de logiciels comme Planner, par exemple, qui permettent de travailler en mode projet. Ça peut permettre aussi de mettre en place une démarche d'amélioration continue. Ça fait partie de l'aboutissement, vous me direz, d'une équipe projet également, mais c'est aussi intéressant quand on veut travailler sur l'amélioration continue, les 5S, par exemple. C'est important, bien sûr, pour accompagner le changement. Là aussi, ça peut être effectivement intéressant d'avoir une vision commune sur des choses nouvelles à mettre en place dans l'entreprise. On peut initier un mode de travail créatif, donc ça aussi dans l'équipe, c'est des choses qu'on fait peu. Souvent, on a tendance à vouloir mettre en place un changement ou autre, mais sans mettre les personnes en mode créatif, en voulant que les collaborateurs puissent trouver des idées immédiatement. C'est vrai qu'il peut être intéressant de se mettre dans ce mode, puisque chacun va fonctionner d'une façon différente pour travailler en collectivité et en créativité. Ce matin, j'entendais le décès de VGE, donc de Valéry Giscard d'Estaing, qui a, mine de rien, mis en place énormément de choses en France. Sauf que c'est vrai qu'il était tellement austère dans sa façon de faire que aujourd'hui, il est passé un peu inaperçu en tant que président, même si un certain nombre se sont rendus compte qu'il avait une nouvelle façon d'initier la politique et comment dire, le métier de président de la République. Mais vous voyez que c'est important aussi, bien sûr, de travailler comme ça pour permettre aussi à tous les talents d'une entreprise de pouvoir s'exprimer et avec leur personnalité. Passer à un mode de fonctionnement coopératif également. Des fois, il y a des entreprises qui sont nées ou qui ont été fondées sur un mode de compétitivité. J'ai connu ça moi-même en distribution. Il est plus important aujourd'hui de comprendre que le mode coopératif est peut-être plus intéressant pour l'entreprise aujourd'hui. Alors, ça vient bien sûr, au départ, on pensait que on était plutôt dans la loi du plus fort au niveau des entreprises, y compris à l'intérieur des entreprises, alors que maintenant, on est plutôt dans un mode coopératif, un peu type abeille, lorsque elle fabrique du miel de manière coopérative. Et ça, tout ce qu'on a à notre portée nous montre que la coopération est souvent bien plus bénéfique. Ça permet aussi d'amener, bien sûr, l'équipe vers la haute performance. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on peut avoir aussi une équipe ou certaines personnes dans l'équipe qui ne croient pas en quelque chose, qui ne croient pas en un changement, qui ne croient pas en l'entreprise, où ils se disent on a déjà fait ça, ça n'a pas marché, etc. Donc, il est important, en tout cas, lorsqu'on initie un coaching d'équipe, de poser un cadre. Et ce cadre, souvent, c'est de dire en tant que coach, en tant qu'équipe projet, en tant qu'équipe aujourd'hui, vous avez envie d'atteindre un objectif et cette performance. Donc, on peut essayer de la mettre en place ensemble, sauf que soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Si vous y croyez, on y va. Si vous n'y croyez pas, on n'y va pas. C'est important que les membres d'une équipe aient une émulation autour de la croyance que ça peut marcher, de façon à ce que forcément on puisse mettre toutes les conditions en place pour que ça marche. Sinon, on court un peu, je dirais, à la catastrophe. Et comme je dis toujours, un coaching quel qu'il soit, quoi qu'il coûte d'ailleurs, pour moi c'est un accompagnement qui coûte cher. Et comme c'est un accompagnement qui coûte cher, même si le coach ne peut pas avoir une obligation de résultat. En tout cas, il doit avoir une obligation de moyens pour
que l'équipe, elle, aille vers le résultat et le résultat attendu qui sera plus grand. Donc ça me semble aussi extrêmement important. Donc vous voyez que on peut, encore une fois, avec une équipe, regarder dans un coaching d'équipe tout ce que l'on peut travailler ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut accompagner le changement, on peut renforcer la cohésion, on peut responsabiliser, valoriser, on peut mobiliser autour d'un projet, gagner en performance, mieux travailler ensemble, etc. Voilà, tout ça, ce sont des prétextes, encore une fois, de façon à mieux communiquer, mieux se comprendre et surtout, encore une fois, comme on peut le faire en coaching individuel, travailler sur le mécanisme de réussite. Ce qui est important dans une équipe, c'est comment l'équipe réussit à mettre en place quelque chose, comment l'équipe va réussir à créer le changement et donc de bien décortiquer avec l'équipe son mécanisme de réussite pour pouvoir le reproduire le plus souvent possible lorsque l'équipe a quelque chose à mettre en place. C'est ça sans doute le plus important aujourd'hui. Encore une fois, le contenu est important, mais quand on regarde l'outil du co-développement, en toute honnêteté, le contenu, tout ce qui va se passer à l'intérieur, on s'en fout. Ce qui nous intéresse vraiment à l'intérieur d'un co-développement, c'est comment l'équipe va pouvoir interagir et surtout comment elle va faire le nécessaire pour réussir à mettre en place telle ou telle action. C'est ça qui fait aujourd'hui la différence. Encore une fois, le coach ne peut pas avoir d'obligation de résultat, même si on aimerait bien, mais c'est impossible puisque la mise en action dépend de l'équipe et pas du coach. Alors, comme je vous ai dit, donc il y a effectivement un certain nombre d'objectifs. Il y a des thèmes aussi, bien sûr, qui sont. Il y a des thèmes aussi qui peuvent être abordés en coaching d'équipe. Alors, les coachings d'équipe, encore une fois, ça peut être une séance, ça peut être 2 séances, ça peut être 3 séances. Il faut aussi que peut-être les entreprises se rendent compte que le coaching, c'est pas automatiquement un nombre de séances. C'est un nombre de séances qu'on peut définir au départ, mais il faut vraiment que l'entreprise, que le collaborateur, que l'équipe qui est accompagnée en coaching se sente entièrement libre de pouvoir s'arrêter quand elle veut. Par exemple, aujourd'hui, lorsque vous accompagnez des jeunes de 16 ans, par exemple, en coaching, en général, on ne va pas dépasser 4, 5 séances de coaching avec eux. Ce sera le bout du monde parce que ils vont aller très très vite dans le changement. Donc, ça peut être un peu plus long, mais de toute façon, il ne faut pas non plus que ça dépasse 10 à 12 séances, puisque après, le coach devient essentiel à l'équipe et c'est surtout pas le rôle d'un coach. Je le redis, un coach doit rendre les gens autonomes. Donc, plus vite il les rend autonomes, plus vite il a fait son job et plus vite l'entreprise peut passer, je dirais, à autre chose. C'est ça qui est important à garder en tête. Donc, dans un coaching d'équipe, on peut donc définir. Hop, un peu trop vite. On peut effectivement définir un objectif, comme je vous l'ai dit, un objectif fédérateur. Et puis, en tant que coach, on va aller chercher aussi, je vous le redis, l'objectif caché. C'est ça qui est important. Les principes du travail efficace en équipe, ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut se poser comme règle au sein d'une équipe pour pouvoir être le plus efficace possible aujourd'hui. Là aussi, de toute façon, quoi qu'on travaille, on va revenir sur de la communication. On peut avoir une approche centrée sur le client, optimiser l'organisation, générer des solutions, communiquer efficacement, etc. Donc, vous voyez que ce coaching d'équipe peut permettre de tout travailler, je dirais, en amont, avec déjà un comité de direction à la base, ou une direction, ou un service, et ensuite, ça peut être démultiplié à l'ensemble de l'entreprise. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut peut-être entendre que les collaborateurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, ont envie aujourd'hui d'être autonomes, de mettre en place un certain nombre de choses, de participer à la vie de l'entreprise. Combien de fois on peut entendre en tant que coach, l'entreprise est super, mais c'est dommage, cette entreprise ne fait pas ça.
Souvent, c'est des choses qui nous arrivent, que l'on peut entendre en tant que coach, parce que en fin de compte, le collaborateur a envie de il a un prisme par rapport à son entreprise, il a envie d'y mettre un peu sa patte. Et des fois, il se sent bloqué, à juste titre ou pas, hein. C'est-à-dire que des fois, le collaborateur va juste pas oser dire, hein. Ça peut être aussi tout simplement ça. Ou alors, bon, bah, il a l'impression que s'il dit quelque chose, il va paraître stupide. C'est là où le coaching d'équipe aussi est là pour renforcer la confiance en soi individuellement, même dans une équipe, pour se rendre compte que, quoi qu'on dise, effectivement, c'est toujours intéressant, ça peut toujours déboucher sur quelque chose. Vous parlez à un moment donné, par exemple, hein, de, de la solution du Walt Disney. Walt Disney, il fonctionnait comme ça lorsqu'il mettait effectivement ses équipes en mode rêveur. C'est-à-dire qu'en mode rêveur, il ne voulait pas, à ce moment-là, lorsque les personnes étaient dans la créativité, dans le rêve, il ne voulait surtout pas qu'on vienne dire ah mais je voudrais inventer ça et qui est, excusez-moi s'il y a des directeurs financiers, mais qui est le directeur financier qui vient dire d'un seul coup ah bah non on n'a pas les sous. Vous voyez, parce que ça bloque le rêve et ça bloque aussi bien sûr l'ensemble des participants à rêver également. Or, l'entreprise a besoin de rêver, a besoin de rêver de nouvelles façons de faire. Aujourd'hui, par exemple, plus que jamais, hein, pour pouvoir s'orienter vers de nouveaux modes de vente, de production, etc. Donc, c'est vraiment ces accompagnements de coaching, entre autres, qui permettent de se poser aussi, hein, ou dans des entreprises où aujourd'hui, j'ai encore rencontré un manager il y a cette semaine qui me disait, bah, là, en ce moment, il y a tellement de boulot que je travaille tous les week-ends et le soir, etc. Machin. Et ce qui fait qu'à un moment donné, la personne est complètement submergée et puis n'arrive plus du tout à anticiper. Et une entreprise qui n'anticipe pas, c'est une entreprise qui, effectivement, peut à la fin péricliter et ça peut être un peu dommage, même si, à cause du Covid-19, c'est un risque que l'on va peut-être connaître. Alors, ce qui peut être important aussi dans les thèmes abordés, et sans doute l'un des thèmes que j'affectionne le plus à l'intérieur de ça, c'est se connaître et connaître les autres. Parce que dans la communication, dans la capacité à accueillir les autres, c'est important de se connaître, de savoir ce que l'on dégage. Je vous parlais de Valéry Giscard d'Estaing, ça aurait pu être intéressant que, en tant qu'homme politique, il sache exactement ce qu'il dégage parce qu'il a regretté sans doute toute sa vie de manquer des fois d'une certaine communication, même il a essayé d'être proche, mais il y a des fois certaines personnalités, même lorsqu'ils essayent d'être proches des gens, bah c'est difficile. Vous voyez la différence que vous pouvez voir en termes de personnalité entre Valéry Giscard d'Estaing et François Hollande, par exemple, qui était bon, bah, plutôt drôle, je dirais, dans ses façons de faire, bon enfant, jovial, etc. Donc voilà, donc c'est important de savoir ce que l'on dégage pour savoir aussi bah, finalement comment je vais pouvoir communiquer avec les autres, savoir ce que moi j'ai besoin hein, vis-à-vis des autres en termes de communication, mais que les autres, que je comprenne aussi ce que les autres ont besoin également. Donc, à la fois pour être peut-être méthodique, hein, lorsque j'ai quelqu'un qui aura besoin de méthode, de rigueur, etc. en face de moi, ou peut-être au contraire d'un côté plus créatif, plus artistique, mais tout ça dépendra effectivement de la personne que j'ai en face. Et plus je communiquerai avec, plus j'atteindrai mes objectifs et plus effectivement je serai engagé et j'aurai une satisfaction au sein de mon entreprise. C'est aussi important dans ces coachings d'équipe de travailler sur l'engagement, encore une fois, du collaborateur quel que soit son niveau d'ailleurs, hein, pour savoir aujourd'hui bah, de quoi il a besoin. Hein. Bien sûr, les millénials, hein, les générations Y, Z n'auront pas les mêmes besoins que les générations X ou même que les générations des baby-boomers il y a encore quelques temps. Tout ça évolue dans le temps et nous évoluons avec toutes ces générations et toutes ces nouvelles envies hein, que l'on a envie de mettre en place aussi dans la société à l'heure actuelle. Alors, ce qui est important aussi, c'est des fois de travailler sur le sens. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont engagés lorsqu'il y a du sens dans l'entreprise, une vision dans l'entreprise. Je suis toujours ébahi par cette société
Amazon qui à la fois infantilise, je dirais, d'une certaine façon, le métier, quels que soient les métiers que vous retrouvez chez Amazon, hein, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart des métiers, il y a une espèce d'infantilisation hein, pour, encore une fois, être productif, avec une maîtrise géniale, je dirais, de l'ensemble des comportements et des gestes de chacun. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est aujourd'hui l'engouement par l'image, c'est-à-dire qu'il y a un vrai engagement uniquement par l'image. C'est aller voir les copains pour dire ah vous vous rendez compte, je travaille chez Amazon. On ne dit pas ce qu'on fait forcément, mais on dit voilà, je travaille chez Amazon. Mon beau-fils qui est parti à Amiens faire ses études a pu trouver un petit job aujourd'hui chez Amazon. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est effectivement ah bah, c'est super parce que je travaille chez Amazon. Et quand je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais chez Amazon? Il m'a dit, bah, je prends un colis à gauche et je le mets à droite. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, de temps en temps, il y a quand même un truc sympa, c'est qu'il met un autocollant comment dire, le carton, mais c'est vrai que le métier est plutôt limité. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est comment, par une vision, puisque Amazon, c'est une vision, on peut comparer ça à Google, à Apple, à Tesla, tous ces dirigeants, Jeff Bezos, Steve Jobs, Elon Musk, etc., Bill Gates, qui ont vraiment une vision pour emmener les collaborateurs dans une façon de faire. Donc c'est bien cette vision, cette visualisation, cette envie d'aller quelque part qui permet effectivement d'emmener tout le monde et d'emmener tout le monde dans un sens et orienté vers l'engagement. Alors bien sûr, adopter une démarche d'amélioration continue, ça en général, mine de rien, on le fait peu dans l'entreprise parce que c'est une question de temps hein, et on a vraiment une problématique avec le temps aujourd'hui. Et puis, bien sûr, ça permet aussi dans la communication, hein, dans le fait de communiquer efficacement, bah, de réguler les tensions et les conflits entre collaborateurs aussi, se rappeler que ça sert à rien de se battre au sein de son entreprise puisque le job, c'est plutôt essayer de se battre contre une concurrence tout en ayant, je dirais, un combat plutôt sain avec la concurrence. J'ai connu ça à travers le groupe ADO, c'est-à-dire le groupe Mullier, hein, Auchan, Noroto, Flunch, etc., Pickwick ou autres, où justement Gérard Mullier, dans sa création des magasins du groupe Mullier, hein, a fait le nécessaire pour ne jamais permettre aux personnes qui ouvraient un magasin de se reposer sur leur laurier. C'est-à-dire que lorsqu'il créait, par exemple, ça vous pouvez le voir un peu partout en France, lorsqu'il mettait en place un Auchan, par exemple, il mettait la possibilité à un Noroto ou un Feu Vert d'être en concurrence pour se mettre sur la zone d'Auchan. Donc, il n'a jamais facilité la possibilité de mettre un Noroto, jamais la facilité pour un Flunch ou autre. C'était aux dirigeants de se battre pour avoir ces emplacements et pour pouvoir être aussi compétitif. Il trouvait que cette concurrence était une concurrence saine et qui permettait, comment dire, d'être toujours à l'affût de ce qui pouvait se passer. Donc voilà, en tout cas, pour ce travail-là. Alors, à quoi ça sert le coaching d'équipe? Donc, un exemple, par exemple, que vous pouvez retrouver sur 2 réunions. On a une première réunion, par exemple, sur des membres qui vont se couper la parole, ne pas s'écouter, etc. Et puis, une réunion qui se passe avec le coach qui va permettre de questionner. Hein. Vous savez que l'outil du coach, hein, c'est la question sans induction. Hein, donc, avec un outil, des outils de protocole qui sont extraordinaires, qui ont été créés par la programmation neurolinguistique, PNL, hein, qui permettent effectivement beaucoup ça, tout un tas de prises de conscience hein, pour travailler sur soi. Et puis on arrive donc sur une deuxième réunion où à ce moment-là, on peut déjà devenir entre guillemets des professionnels de la communication où on sait s'écouter, on sait observer, on sait apprendre, on sait se donner des conseils avec bienveillance, sans jugement. Donc le job, c'est un peu ça. Hein, dans l'idéal, bien sûr. Alors ça dure pas toujours 2 réunions. Hein,
j'ai eu la chance de pouvoir accompagner une directrice régionale avec son équipe pendant, il m'a fallu 6 mois pour travailler d'un côté en atelier avec les équipes, pour travailler sur des thématiques, travailler de l'autre côté avec la directrice régionale, pouvoir coacher et faire prendre conscience des personnalités de chacun, des envies de chacun, etc., avant d'arriver à un séminaire. Je me rappellerai toujours à Pau, dans un endroit comment dire, dans la nature, qui ont permis effectivement à chacun de se retrouver, de se comprendre, de discuter et de repartir ensemble. Voilà, voilà, c'est difficile de toujours, mais en tout cas, je suis fier de cet accompagnement qui aujourd'hui perdure encore après plusieurs années et qui permet à toute l'équipe d'être fière d'elle. Parce que ça, c'est aussi le rôle du coach, c'est finalement à la fin que les personnes se disent finalement le coaching, bon, il n'a pas servi à grand chose, hein, puisque nous, on peut arriver, on est autonome. Donc ça, c'est aussi notre job. Alors, je vous en ai parlé, je vous en reparle. Hein, le coaching d'équipe, c'est intéressant lors du démarrage d'une nouvelle unité, d'un lancement de nouveaux projets, de l'évolution de la stratégie de l'entreprise, de mutations importantes dans l'entreprise, d'une fusion par exemple. Hein. On sait à quel point les fusions créent un turnover et une peur de la part des collaborateurs, y compris bien sûr des managers dans un premier temps, hein, puisque une fusion, c'est aussi la fusion des métiers et qui peut empêcher effectivement la continuité d'un manager à faire ce qu'il fait pour être remplacé par quelqu'un d'autre. Hein, donc il va falloir qu'il retrouve un métier. Donc tout ça fait peur. Il est aussi utilisé lorsque on a des managers qui ne sont pas en phase, hein, qui sont des fois démotivés, qui peuvent manquer de cohésion. Avec ce confinement, on se rend compte qu'il y a quand même une accélération des états de déprime. Hein. Je ne parlerai pas forcément de burn-out, mais des états de déprime qui engendrent des soucis de motivation, de capacité à, je dirais, se poser pour réfléchir à quelque chose, à communiquer du coup, ou à comprendre où l'entreprise en veut aller également. Et donc, le coaching d'équipe va aussi permettre finalement à certains collaborateurs qui peuvent avoir honte finalement d'être dans cet état de déprime. Hein, être en burn-out en France, c'est pas si simple que ça, même si ça rentre malheureusement dans les mœurs parce qu'on en a de plus en plus aujourd'hui. Je peux penser que certains managers peuvent avoir honte d'être en état de déprime ou ne se donnent pas le droit de l'être. Donc, c'est important aussi, des fois, de pouvoir en parler parce que finalement, un état de déprime, ça peut aussi basculer en un nouvel engagement de la part du collaborateur parce que les autres vont lui montrer une image qui est plus valorisante que ce qu'il peut penser aujourd'hui. Je peux me penser inutile dans l'entreprise alors qu'en fin de compte, tout le monde trouve que vous êtes géniaux. Donc ça, c'est important aussi des fois de le dire, d'oser le dire. C'est pas une faiblesse et c'est important d'avoir le retour. C'est vrai que le coaching d'équipe permet, je dirais, une ambiance, une alliance, une confiance qui peut permettre de dire un certain nombre de choses qui ne seront pas utilisées contre le collaborateur dans l'entreprise. On peut avoir aussi un travail sur la cohérence entre le dirigeant et les managers, mais aussi avec les salariés à tous les niveaux de l'organisation, puisque ça, c'est quelque chose qui devient prioritaire et vital aujourd'hui. Plus une équipe développe un esprit collectif, plus l'équipe partage les enjeux, les actions et même les défis ou les buts, plus elle se serre bien sûr les coudes. Elle va travailler ensemble, plus chacun peut bénéficier d'une large autonomie sans danger d'éclatement ou dispersion pour l'équipe. Et ça, c'est important. Par exemple, alors je vous ai mis une petite image, une vidéo, parce qu'aujourd'hui, comment dire, vous avez par exemple des comités de direction qui ont arrêté avec le confinement, comment dire, le fait de faire des séminaires de fin d'année, puisqu'on n'a pas le droit au regroupement. Et encore une fois, vous avez certains comités de direction qui décident du coup de faire des vidéos pour pouvoir partager avec leurs équipes
le sens, l'organisation, les changements, enfin tout ce qui va être peut-être mis en place dans l'entreprise, remercier les collaborateurs du travail effectué en 2020, etc. Et tout ça, ça s'écrit à travers un scénario et ça peut aussi, bien sûr, faire partie d'un coaching d'équipe voilà, qui permettent non seulement au comité de direction de pouvoir communiquer, d'apprendre à communiquer d'une nouvelle façon, et puis de se présenter aussi, de se rendre compte de finalement à quoi je ressemble aussi en vidéo. Et ça aussi, ça peut être important pour les collaborateurs. Alors, je vous ai dit, le coaching d'équipe, ça permet de créer des dynamiques. On peut identifier donc les personnalités, on peut décrypter des modes de fonctionnement, on peut travailler ensemble sur un meilleur fonctionnement collectif. On peut se focaliser sur un projet, on peut être lucide sur le présent aussi. Bien souvent, l'entreprise ou se projette ou dans le passé ou dans l'avenir. Donc, c'est des fois un peu difficile, effectivement, d'être ici sur le présent et de se dire, finalement, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire voilà, pour mon entreprise. On peut passer, bien sûr, de l'énergie individuelle à la synergie collective de façon à ce que les gens fassent moins d'efforts aussi au quotidien, s'épuisent moins et soient plus performants, plus productifs. Et puis, bien sûr, transformer la performance individuelle en performance collective en pouvant bien communiquer aussi ensemble. Donc, l'objectif du coaching d'équipe, c'est bien ça, c'est bien de pouvoir se sentir ensemble, intégrés dans une équipe, de travailler sur des processus également plutôt que de travailler sur des contenus. Les contenus n'ont pas vraiment, je vous le redis, n'ont pas une grande importance dans le processus du coaching. Ce qui est important, c'est le processus, c'est-à-dire comment l'équipe travaille ensemble. Si elle travaille mal, c'est qu'elle travaille mieux et qu'elle puisse être productive pendant ces réunions, pendant ces communications, pendant ces actions et que ce soit orienté vers la stratégie, les objectifs, l'organisation, le projet de l'entreprise. C'est ça qui est aujourd'hui primordial dans le coaching d'équipe et encore une fois, le coach doit être le garant de tout ça. En conclusion, voilà, pour vous dire que le coaching d'équipe, c'est avant tout un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'en tant que coach, on ne sait pas ce qu'on va trouver à ce moment-là. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble des questions, à l'ensemble des problèmes, à l'ensemble des objectifs voilà, qui sont énumérés, je dirais, par l'ensemble des personnes qui représentent l'équipe. Donc, c'est ça qui est important. Il est important aussi que la démarche soit volontaire. Donc, bien sûr, on présente au départ à l'équipe la démarche qui peut être initiée, et ça, c'est toujours gratuit, c'est toujours proposé d'un certain nombre de choses. Il faut que, avec l'équipe, ça puisse matcher aussi avec le coach. Là aussi, ça fait partie de nos déontologies, de notre déontologie, que l'équipe puisse choisir son coach. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé ça et donc l'objectif, ensuite, on va passer à des séances en moyenne. Alors, ça peut être de 2 heures, ça peut être d'une matinée avec l'équipe. Voilà, l'important, c'est que faire attention puisqu'on a quand même en moyenne 1 heure d'attention. Donc, on a 1 heure d'attention et pendant cette heure d'attention, là, on va vraiment capter un certain nombre de choses. Mais au bout d'1 heure, notre esprit est déjà en train de s'échapper, de s'évader. Et donc, le souci, c'est que plus ça dure dans le temps et moins, je dirais, le coaching peut être productif. Donc, il est important des fois de faire un peu plus de séances, mais des séances qui permettent des prises de conscience voilà, assez rapides et assez fortes. Alors, bien sûr, il y a des fois, les premières fois, c'est un petit peu plus long, et puis ensuite, ça peut être un peu plus rapide. C'est ce qui se passe, par exemple, pour le co-développement, lorsque d'abord on parle de la méthode, et puis ensuite, pas à pas, la méthode est intégrée, et puis les personnes peuvent se débrouiller déjà un petit peu seules. Il y a moins besoin de théoriser, je dirais, ce co-développement. Alors, je le redis,
j'aimerais l'ancrer un petit peu par rapport à ce webinaire, c'est croire au coach. C'est-à-dire que le job, c'est de croire au coach et de finalement croire pas à pas dans l'équipe et de croire que effectivement tout ça va fonctionner. J'ai accompagné il y a peu de temps un service communication, hein, je viens juste de terminer, qui était un peu parti en vrille dans tous les sens, où les gens s'entendaient pas bien. Et au départ, les gens sont venus me voir en me disant, voilà, mais on a beau faire un accompagnement, je vois qu'il y en a qui n'arrivent pas à adhérer, etc., etc. Et puis, pas à pas, à la fin, ils sont aussi venus me voir au bout de, je sais plus, on a fait 6 ou 7 séances. Et à la fin, ils sont venus me voir en me disant, ah bah, ça a créé une cohésion d'équipe. Maintenant, voilà, on partira peut-être pas ensemble en vacances, mais en tout cas, on va pouvoir travailler ensemble. Et ça c'est chouette. Alors, on est même allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'avec ce service communication, je devais, au départ, c'était ma mission de consultant, pas de coach, mais de consultant, je devais réorganiser ce service. Et en tant que coach, je me suis dit, c'est une erreur, puisque finalement, si je dis comment il faut faire, les gens vont me dire oui, mais puis ça risque de ne pas marcher. Et donc proposer, comment dire, aux dirigeants d'inverser les rôles, de dire bah, finalement on va travailler sur des thèmes sur lesquels les personnes ont envie de travailler, et ensuite c'est eux qui vont vous proposer leur propre organisation. Et ça c'était très intéressant. Ils ont fait une restitution de qualité et qui permet encore une fois de légitimer toute cette restitution et de dire au fond d'eux, ben, finalement, ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Et en tant que dirigeant, on n'a pas toujours la possibilité d'entendre ça. Donc, c'est ça qui permet à la fin ne serait-ce que des fois d'être écouté ou de dire les choses, de retrouver l'envie, le plaisir hein, dans ces missions et dans les missions de l'équipe. Donc voilà, voilà pour le coaching d'équipe. Hein. Donc je vais regarder juste après cette image. Donc si vous avez posé des questions et je vais essayer d'y répondre. Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait effectivement une question. Bonjour Ludovic, votre intervention est vraiment intéressante, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Donc c'est voilà. 2 questions. Quel est le parcours idéal, formation, certification pour devenir coach d'équipe? Partagerez-vous le support de votre intervention? Oui, très bien. Alors, merci pour cette question. Alors, je réponds au plus vite. Hein. C'est vrai que déjà, pour le support, aucun souci. Hein, aucun souci, bien au contraire. Il vous sera partagé à l'ensemble, hein, bien sûr. Et puis, pour devenir coach, alors là, il y a 10 000, je dirais, il y a 10 000 façons de le faire parce qu'il y a plein d'écoles aujourd'hui, mais toutes les écoles ne proposent pas l'option coaching d'équipe. Il faut trouver une école effectivement qui propose les coachings d'équipe, entre autres. Il y en a un petit peu partout en France, en tout cas. Bon, si vous voulez un peu plus d'informations là-dessus, vous aurez mes coordonnées, hein, puisque je les ai mis, vous le voyez ici, à la fin. Donc, vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Donc, on pourra se rappeler également, Marine, si vous le désirez, hein, de façon à ce que, ou Émilie, je sais plus, de façon à ce que on puisse en discuter plus avant et que je vous parle des différentes écoles qui existent. Donc, juste une récap hein, sur ces 3 webinaires que l'on a fait hein, sur 3 mois de suite. Donc, le coaching d'intégration, hein, vous avez vu l'importance de l'intégration puisque juste pour dire, une personne sur 4 aujourd'hui en entreprise se sent comment dire, mal intégrée. Hein, donc, c'est quand même 25% du personnel. Le coaching de performance, donc avec des outils, on a vu plus d'outils sur le coaching de performance, le Walt Disney, le score, les niveaux logiques de deals, etc. Voilà, qui sont des choses qui peuvent être utilisées au quotidien, je dirais, pour aller chercher de la performance dans son entreprise et emmener, bien sûr, les collaborateurs avec soi. Et puis aujourd'hui, donc le coaching d'équipe, qui est encore plus d'actualité aujourd'hui, puisque voilà, ce coaching d'équipe se fait aussi bien, surtout maintenant, à distance. Hein, je pense bien sûr au télétravail qu'en présentiel. Même si bien sûr le développement personnel aujourd'hui on n'est pas encore très habitué à le faire en distanciel, mais c'est des choses qui voilà, se font et se démocratisent aujourd'hui. Alors en même temps, je vous ai parlé de 3 types de coaching, mais il en existe plein d'autres, hein, soit des coachings individuels, de résolution de problèmes, d'organisation, de stratégie, de projet. Ce sont des choses qui sont
importante. Et puis, il y a aussi différents outils, hein, de la PNL, je vous en ai parlé, l'analyse transactionnelle. Donc, analyse transactionnelle, c'est de l'analyse de communication, de la systémique, des inventaires de personnalité également. Voilà, il y a plein d'outils qui peuvent être importants. Pour vous, en tout cas, si demain vous avez à choisir un coaching d'équipe, ce qui est important, je vous le redis, c'est déjà de choisir votre coach, de se sentir bien avec lui pour en avoir pleinement confiance, croire en, je dirais, votre accompagnement, hein, et puis que l'accompagnement va aboutir forcément à quelque chose. Hein, et ça, c'est des choses qui sont sans doute le plus important aujourd'hui. Et puis, voilà, faire attention que voilà, votre coach aussi finalement respecte aussi un certain nombre, enfin une déontologie. Donc, avec le contrat, avec les conventions qui sont signées, vous assurez aussi qu'il y a un code de déontologie derrière, et souvent également une lettre de cadrage qui permet aussi, voilà, des choses toutes bêtes, mais qui sont importantes entre deux coachings, par exemple, que ce soit individuel ou d'équipe, hein, entre deux coachings, s'il se passe une situation quelle qu'elle soit, est-ce que j'ai la possibilité d'appeler, comment dire, mon coach ou pas? Est-ce que, comment dire, mon coach, voilà, il est certifié? Est-ce que ces outils, les outils qu'il utilise, comment dire, me correspondent ou pas? Voilà, tout ça, c'est important. Alors, j'ai une deuxième peut-être question. Voilà, d'avance, merci. Bonjour. La motivation première est le salaire et que l'attention reste centrée sur ça. Comment se sortir de là? Ah, alors, effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple, effectivement, de se sortir de là. Pourquoi? Parce que le salaire, c'est aujourd'hui, et plus que jamais, je dirais, c'est toujours pas la motivation première. La motivation première, c'est toujours la reconnaissance. Est-ce que je me sens bien dans mon entreprise? Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on est en période de confinement. En période de confinement, c'est quand même difficile. On a quand même beaucoup de gens qui sont en état de déprime, donc ils vont se poser des questions. Pour certains, être à la maison, c'est finir par se centrer sur soi et donc de se poser des questions qui sont pas forcément super pour soi à ce moment-là. On va se poser des questions sur sa vie. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que voilà, comme disait Coluche, dans quelle étagère, pour ceux qui connaissaient Coluche. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est que en tant que manager, en tout cas, c'est qu'il doit y avoir une motivation à la base pour se lever tous les matins. On peut se poser la même question lorsque je suis entrepreneur. Lorsque je suis entrepreneur, comment je fais pour me lever tous les matins? Et quand je me lève tous les matins parce que j'ai une motivation, j'ai une envie, parce que comment dire, le métier d'artisan me passionne. Et ça vient avant le salaire. D'ailleurs, une entreprise, même si beaucoup d'entreprises ne seront pas d'accord avec moi sur le sujet aujourd'hui, et sans doute, mais une entreprise ne peut pas se baser sur une vision de chiffre d'affaires. Elle peut se baser sur une vision plus large. Regardez les baselines que vous allez avoir sur les sites internet de certaines entreprises. On est, par exemple, chez L'Oréal pour la beauté pour tous. Et c'est la conséquence du fait de pouvoir permettre la beauté pour tous qui permet de générer du chiffre d'affaires derrière. Ça, c'est une conséquence. Le chiffre d'affaires est une conséquence. Le salaire, en fin de compte, c'est une conséquence également de ce que vous faites, de ce que la personne fait. Donc, la personne doit prendre la responsabilité de son job, de sa vie. Elle peut ne pas être d'accord avec le salaire, mais ça, je dirais, c'est quand même de sa responsabilité. L'entreprise, elle, n'est pas obligée, je ne dis pas qu'elle ne doit pas le faire, mais en tout cas, elle n'est pas obligée, à un moment donné, d'augmenter, tout simplement parce que la personne l'a décidé. Il y a des critères, des fois justes, des fois injustes, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de permettre à la personne de dire, reprenez la responsabilité de votre vie aussi, de ce que vous avez envie de faire, et après, à vous de choisir. Lorsque j'étais chez Castorama, j'avais une comptable, comment dire, qui, un jour, je me rends compte qu'elle est au-dessus de la grille et elle me demande une augmentation de salaire. Et je lui dis, c'est pas possible parce que même si vous travaillez très bien, vous êtes au-dessus de la grille. Donc, elle n'est pas forcément contente. Ça a pris un certain temps. On a rediscuté à la suite de ça, où je lui ai réexpliqué
le cadre et la règle que moi j'avais mis en place. C'était pas juste pour elle et je pouvais le comprendre, mais en tout cas, c'était juste peut-être pour l'ensemble des collaborateurs du magasin. Donc voilà, ça nécessite bien sûr du courage managérial. Voilà, pas d'autre chose que ça, mais de reprendre de la sérénité et puis finalement de travailler en sérénité avec l'équipe, avec les collaborateurs au quotidien. Voilà, donc c'était la deuxième question, Sam. Donc j'espère y avoir suffisamment répondu. Encore une fois, je suis aussi à votre disposition. Voilà, si vous voulez rediscuter d'autres choses. Donc vous aurez ce support avec mes coordonnées. Donc je vous le redis, mon adresse mail et puis mon numéro de téléphone. Donc vous pouvez me joindre quand vous voulez et je répondrai à l'ensemble de vos questions. Et je le redis pour l'école de coaching, donc n'hésitez pas à m'appeler parce que ça risque d'être un petit peu long dans les explications. Voilà. Voilà, je ne vois plus d'autres questions. J'espère bien encore une fois avoir répondu à tout avec cette présentation. Attendez, je crois que j'en ai revu une autre. Isabelle. Donc Isabelle, merci beaucoup. C'est adorable. Merci beaucoup Isabelle. C'est vraiment adorable. Donc ça, c'est gentil. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon appétit, puisqu'on va arriver bientôt sur midi. Donc voilà, donc merci pour tout. Merci d'avoir été là pour cette présentation et puis peut-être à une autre fois. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.